Salut les mecs! Comme vous le voyez, j'ai mis un choix-pot parce que c'est l'heure du choix. On a une petite cartouche à envoyer sur les marchés et je vais vous montrer dans quoi je vais l'investir, pourquoi je vais l'investir, tout ça dans cette vidéo. Et ensuite, je vous envoie un bel extrait du dernier podcast Chercheurs de valeur qui concerne l'épargne et on a des trucs à vous dire dessus. Alors, regardez, j'ai décidé ce mois-ci, donc vous voyez là, j'ai 500 balles à investir. Donc ça, c'est un mélange des dividendes qui sont arrivés sur le compte et de versements que j'ai fait pour compléter. Et donc l'objectif, évidemment, ça va être de battre ça le mois prochain. Voilà, on va se fixer pour objectif à partir de maintenant de pouvoir investir un petit peu plus chaque mois avec une combinaison d'augmentation de mes revenus et d'augmentation de ma capacité d'épargne, peut-être en dépensant mieux. En tout cas, voilà, c'est l'argent que nous avons à investir pour ce mois-ci et on va maintenant investir sur une base mensuelle pour qu'on puisse avoir un petit peu un meilleur regard sur la vitesse à laquelle on accumule du capital. Alors, j'ai envie d'acheter une part de cet ETF, donc l'ETF qui s'appelle Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility. Donc, qu'est-ce que c'est que cet ETF? C'est un ETF donc qui sélectionne les entreprises du SP500 qui versent les meilleurs dividendes et qui ont la moindre volatilité. Et donc vous voyez, ça c'est la courbe de l'ETF sur le long terme. Donc vous voyez qu'on a quand même de l'appréciation du capital. Là, on est plutôt dans un creux. Et d'ailleurs, si vous voulez, c'est pour ça que j'hésite en fait tous les mois à renforcer le SP500, vous voyez, parce que acheter le SP500, c'est quand même assez intéressant. Mais je le trouve relativement haut et je considère que le SP500, c'est plutôt la partie croissance de mon portefeuille. Et je serais beaucoup plus heureux d'investir dans le SP500 si les marchés décrochaient franchement. Regardez, si je vous mets les ETF de croissance, ils se portent pas trop mal. Vous voyez, j'ai une belle plus-value latente sur le SP500. J'ai également une plus-value correcte sur le All World, donc ça c'est l'indice monde. Donc voilà, s'il se rétame, je serais plus heureux d'investir dedans. Mais je trouve que quand les marchés sont, les marchés sont quand même assez hauts, dirons-nous, ils sont assez valorisés. Je trouve que c'est un bon moment pour investir dans de la valeur, pour investir dans des boîtes qui ont un bon rendement. Donc c'est pour ça que je mets mon dévolu ce mois-ci sur cet ETF. Voilà, le voici. Je suis un petit peu en dessous de mon prix moyen d'achat. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cet ETF? Quand vous le chopez aujourd'hui, vous avez un rendement d'un peu plus de 4%. Ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez l'historique du dividende, vous avez un dividende qui a tendance à s'apprécier. Donc quand vous investissez là-dedans, vous avez la perspective d'avoir des dividendes costauds, des dividendes qui s'apprécient et d'avoir également une belle appréciation du capital. Donc c'est vraiment ce que je recherche pour ce type de portefeuille. Vous voyez également que les versements sont assez équilibrés au cours de l'année. Vous voyez 0,25, 0,29, 0,28, 0,30. Donc on est vraiment sur les mêmes échelles mois après mois en termes de versement de dividendes. Donc vous voyez que c'est très différent des ETF monde ou des ETF Europe où vous allez avoir plutôt des choses qui sont concentrées au printemps et en été. Là vous avez quelque chose qui est lissé sur l'année, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Oui, dernière chose, les frais. Donc pour un ETF avec un truc quand même assez spécifique, je trouve que les frais sont raisonnables. Vous voyez, vous avez des frais de 0,3 et donc voilà, je trouve que c'est quand même très cool par rapport à d'autres ETF dividendes. On est vraiment dans le top de ce qu'on peut trouver en termes d'ETF. La méthodologie est bien. C'est bien de sélectionner les meilleures valeurs du SP500 en termes de dividendes et de volatilité. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cet ETF. Je suis très content d'investir dedans. Oui, en termes de composition, donc évidemment vous avez des secteurs qui sont pas ouf. Vous avez les clopes, vous avez la communication, vous avez l'immobilier, vous avez un petit peu de pharma, mais en fait j'avoue que je m'en fiche. Si d'autres entreprises venaient à avoir le meilleur rendement et la meilleure volatilité, ces entreprises seraient sorties de cet indice et puis remplacées par d'autres. Donc voilà, en fait je m'en fiche un petit peu de la composition. Ce qui m'intéresse, c'est la méthodologie et de savoir que cet ETF s'occupe de m'offrir à chaque fois le meilleur compromis. Une fois qu'on a dit ça, on va passer notre ordre d'achat. On peut s'en acheter 18 parts. Il y a 1 euro de frais, mais pour la somme qu'on met, c'est absolument dérisoire. Et voilà, on a envoyé l'achat. Et de ce fait, on s'est ajouté une belle position et on s'est ajouté un bon rendement supplémentaire.
supplémentaires. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec ce courtier qui est mon partenaire pour la liberté financière, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo mon lien affilié, et en suivant ce lien vous avez 100 € de frais de courtage remboursés, et donc ça c'est assez cool. Si vous voulez commencer par des petits montants, eh bien ce sera tout à fait indolore. Ceci étant posé, je vous laisse avec chercheur de valeur. Bah si tu veux, je peux commencer par te raconter mon parcours dans l'épargne, et puis après on pourra discuter des différents des différentes zones, des différents comptes qu'on peut avoir pour pouvoir gérer tout ça. Alors moi j'ai été dégoûté de l'épargne. J'ai eu une période où j'ai été vraiment hyper dégoûté de l'épargne, justement quand j'ai découvert l'investissement. Parce que donc là, j'ai commencé à épargner depuis que j'ai gagné de l'argent, et je mettais ça sur d'abord sur des livrets de la Poste, et ensuite quand je suis parti en Belgique, j'étais chez ING, donc il y a différents types de comptes, etc. Et en fait, il y avait un truc qui était assez addictif. Je me disais mais c'est génial en fait, je mets de l'argent sur le compte et ça me rapporte de l'argent, mais les taux c'était ridicule, tu vois. Au maximum, je pense que j'avais un compte qui rapportait quelque chose comme du 1% par an. Et après, les taux ont commencé à baisser jusqu'à arriver à 0,1. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, quand j'ai commencé à comprendre l'inflation, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, c'est répugnant. Et donc, quand j'ai ensuite découvert l'investissement, je me suis dit, mais plus jamais je me fais avoir à mettre de l'argent sur des comptes d'épargne. Plus jamais, en fait, c'est une arnaque totale. Et c'est beaucoup plus récemment que j'ai recompris l'intérêt de l'épargne. Et donc, on va reparler de ça. Mais d'abord, dis-moi, c'est quoi ton rapport à l'épargne, et c'est quoi ton parcours avec l'épargne? Alors moi, mon parcours avec l'épargne... Alors, la partie étudiante, j'en parle pas. J'ai été comme tout le monde l'étudiant fauché, voilà. Donc j'avais réussi à avoir un petit peu pour investir de temps en temps, mais la somme était ridicule. C'était plutôt le pour investir parce que j'étais là-dedans. Après, quand j'ai attaqué, donc j'ai été assez vite trader. Et en fait, comme c'était mon métier d'acheter et de vendre des boîtes, et en plus qu'on était quand même pas mal contrôlé, en tout cas on avait pas mal de restrictions. Enfin, ça dépend pour qui, mais si tu suivais les règles, t'avais pas mal de restrictions. Moi, j'investissais peu en actions dans mes premières années. Donc, si tu veux, ce qui se passait, c'est comme j'avais quand même des bonus sympas. Donc, je touchais de l'argent, je sais plus quand, c'était de mémoire au mois de mars, un truc comme ça. Je touchais de l'argent et donc je vivais dessus un moment. D'autant plus qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais comme je touchais une grosse somme d'un coup, ils n'arrivaient pas à me prendre toutes les cotisations sociales sur cette somme. Et donc, ils les étalaient sur mes salaires suivants. Donc en fait, pendant ces années-là, en gros, je touchais une somme, et après, j'avais un salaire qui était souvent de quasi zéro pendant plusieurs mois. Donc, je me retrouvais avec du cash sur mon compte. Et en fait, ces premières années de trading, ce qui s'est passé, c'est que j'attendais d'avoir un montant suffisamment important, et puis j'ai acheté un bien immobilier. J'ai acheté une petite maison en Bretagne. Après, j'ai attendu suffisamment longtemps, et puis j'ai acheté mon premier petit appart à Paris. Mais donc en fait, si tu veux, c'était un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que je dépensais pas trop. Est-ce que c'était le plan galère, le premier appart à Paris dont on a parlé dans nos pires galères immobilières, ou c'était un autre? Non, c'est un autre. C'était D'accord. plus tard. T'as pas commencé par une grosse galère dans l'immobilier? Non, c'est plus tard. C'est plus tard que j'ai pris plus de risques, justement, que je suis allé chercher du rendement. On en avait parlé dans le 18e, dans un quartier pourri, un immeuble pourri, un appart pourri, mais avec gros rendement. Mais en fait, c'est pour ça qu'au début, si tu veux, j'ai été un peu perturbé par cet aspect-là. Et moi, là où j'ai été mauvais, c'est que j'ai toujours eu beaucoup d'argent qui dormait sur mes comptes. Et je me suis jamais guéri de ça. Et même encore, j'ai toujours beaucoup trop d'argent sur mes comptes. Et pourtant, moi, on n'a pas une génération d'écart, mais on a quand même pas mal d'années d'écart, dans le sens où moi, à cette époque-là, j'aurais pu mettre facilement de l'argent sur des comptes qui rapportaient quelque chose comme 3%. Tu vois, c'était une époque où le ING Direct, c'était 3%, je me souviens plus le livret A, mais c'était ce genre de choses. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais je crois que j'ose pas le dire, mais c'est la flemme, quoi, de la pure flemme. J'avais toujours beaucoup d'argent qui dormait sur les comptes. Donc en fait, l'épargne était là, mais si tu veux, je pense que j'étais très mauvais, parce qu'en fait, aussi à l'époque, les ETF étaient
beaucoup moins développé que maintenant, et puis je connaissais moins aussi, faut être clair. Donc j'étais beaucoup tourné vers l'immobilier les premières années. Donc en fait, j'étais pas bien parce que j'avais de la chance de gagner quand même pas mal d'argent, mais pour l'immobilier, il en faut quand même beaucoup. Donc tu vois, c'était un peu bizarre en fait. J'avais des gros pas de sauts. système. Ouais, T'as jamais créé de système en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc il y avait ce côté où j'avais peur de manquer. Donc l'argent de mon bonus, je le gardais parce que je savais pas combien de temps j'allais pas avoir de salaire et tout. C'était un truc un peu bizarre. Et en fait, j'ai jamais vraiment bien réussi à gérer cette épargne. À part peut-être depuis que je suis indépendant, où là, ça devient vraiment un peu le nerf de la guerre. Donc là, j'arrive à mieux gérer, on en parlera par la suite. Mais j'ai été très mauvais. Pour résumer, j'ai été longtemps très mauvais. Du bon côté, c'est parce que je gardais trop d'épargne, que j'ai jamais été un gros dépensier. Donc j'étais plutôt de ce côté-là. Mais ouais, c'est de la flemme en fait. Je crois que c'est terrible, mais j'ai jamais bien géré mon épargne. Enfin, épargne non investie, qu'on soit bien d'accord. Alors, avant de t'expliquer un petit peu ce qui m'a fait changer complètement de point de vue sur l'épargne, j'aimerais qu'on discute du rapport entre épargne et investissement. Parce que tu vois, c'est quelque chose dont tu as mis en garde les gens qui te suivent là-dessus. Est-ce que le rapport le plus direct entre épargne et investissement, c'est que l'épargne, c'est ce qui te garantit de ne jamais avoir à taper dans ton portefeuille pour faire face à une dépense imprévue? Ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on fait trop souvent le raccourci entre tu reçois 1 euro et cet euro, soit tu le dépenses, soit tu l'investis. Et en fait, il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux qui est je ne le dépense pas, mais je ne l'investis pas. Et en fait, moi, j'ai vu au cours de ma vie l'épargne au départ. Pourquoi donc cet argent non investi qu'on place si on veut sur un livret, c'est que déjà, pour les gens qui sont un peu stressés, comme moi, ça me déstresse de savoir que potentiellement, je peux faire face à un pépin. Et ensuite, l'autre truc, c'est que plus tu évolues dans la vie, plus les pépins peuvent être gros. Parce qu'en fait, il faut être honnête. Quand tu n'es pas proprio de ton appart, si tu n'as pas de voiture, tu vois, j'ai vécu longtemps à Paris sans voiture, finalement, quand tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce qui peut t'arriver comme vraiment grosse dépense? Il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, si tu réfléchis bien, une dépense, pour qu'elle soit un problème pour ton épargne, il faut qu'elle soit grosse et puis imprévue. Et en fait, quand tu y penses, il n'y a pas tant de choses que ça qui sont imprévues. Si tu as une bagnole qui a 15 ans, tu vois, et que d'un coup, tu as un truc qui lâche et qu'il faut aller chez le garagiste, on ne peut pas dire que c'est imprévu. Si tu as une bagnole qui a 15 ans, tu sais que dans les 1 à 2 ans, tu vas avoir un pépin. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, donc, au début, c'était, quand j'y pense, vu que j'étais locataire tout au début, je me dis, locataire sans voiture sur Paris, jeune salarié, qu'est-ce qui peut t'arriver finalement ? Pas grand-chose, quoi. Une grosse facture d'électricité, tu vois ce que je veux dire ? Mais avec le temps, en étant propriétaire, multipropriétaire, en ayant une voiture, plus ça gonfle. Après, enfant, plus ça gonfle, plus les pépins peuvent devenir gros, en fait. Absolument. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai plusieurs comptes épargne que je détaillerai. Avant ça, moi je vois un autre lien entre épargne et investissement, mais je crois que toi t'es pas favorable à ça. C'est avoir du cash. Tu sais, la partie cash d'un portefeuille, se dire je mets de côté une certaine partie de mon argent, je l'investis pas, je le mets sur un fonds pour le jour où il y a une grosse correction. J'en profite pour renforcer mes positions avec une grosse cartouche. Toi, c'est pas quelque chose que tu fais et c'est pas quelque chose que tu recommandes tellement. Oui, après, tu sais, je suis humain, je suis comme tout le monde, donc malgré tout, même si je dis qu'il faut pas faire du market timing, j'en fais, mais c'est vrai que ça va plutôt être je sais pas, admettons, j'ai des positions dans un ETF or, tu vois, je dis n'importe quoi, et puis je vais vendre parce que les actions se sont effondrées. C'est plus de l'allocation d'actifs que vraiment avoir du cash qui dort. C'est vrai que perso, avoir du cash qui dort trop, et pourtant du cash que je peux investir, mais si dans ma tête l'argent qui est sur mon compte il est plutôt type épargne de précaution, et donc comme je disais souvent trop, je vais pas à un moment me dire allez je pioche là-dedans, je prends je sais pas 20 000, 30 000 et je les mets et je les mets en bourse. Si dans ma tête c'était de l'épargne
entre guillemets précaution, je vais pas le mettre en bourse comme ça. Mhm. Mais au final, je repensais à ça l'autre jour et je me dis que contrairement à ce que je raconte certaines fois, parce que moi je prends plutôt des statistiques, je pense que dans ma vie, j'ai gagné plus d'argent avec un bon timing qu'en faisant un bon stock picking. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, et le market timing, je ne mets pas que la bourse dedans, je mets l'immobilier, etc. Mais tu sais, quand tu sens qu'il y a une classe d'actifs que les gens ne veulent plus, tu vois, ce genre de choses, ou un quartier qui va se développer, ça, j'inclus tout ça dans le market timing, tu vois. Ou en bourse, effectivement, quand il y a des moments de panique, etc. Je pense que si tu as la tête sur les épaules, si tu arrives à mettre tes émotions de côté, etc., on arrive à faire ce que tu dis, c'est-à-dire avoir une poche tampon de cash, et puis voilà. Mais moi aussi, pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Pourquoi est-ce que j'ai plus de mal à avoir du cash? C'est qu'en fait, l'histoire m'a appris que parfois, le marché, quand il monte, il s'arrête pas avant longtemps. Et j'ai peur de sortir du marché. Tu vois, c'est ça le truc. Et en fait, pour avoir, comme tu dis, une poche de cash qui est prêt à investir, ça veut dire qu'à un moment, si je prends le passé, en 2016, 2017, 2018, tu t'es dit, je sais que tu n'étais pas forcément investi, mais je prends mon cas, si je m'étais dit à un moment, je trouve que c'est trop haut, je sors, et je serais rentré par exemple pendant le crack du Covid, je ne sais pas si j'aurais gagné de l'argent, tu vois, parce que je pense que je serais sorti, si je m'étais écouté, je pense que je serais sorti trop tôt. Et donc le fait de te mettre un peu tatoué ce côté, tu vois, les entreprises, elles sont là, elles vont chercher de la croissance, il y a des mauvais moments, mais il faut être là pour du long terme. Voilà, je sais pas. Donc, parfois, je fais du market timing, mais c'est plus entre actifs. Tu vois, j'ai des valeurs value, je sors pour aller sur les valeurs de croissance, je sors des valeurs de croissance pour aller sur des valeurs plus pépères, défensives, etc. C'est plutôt de cette manière-là. Mais oui, toi, je sais que tu le fais et que ça marche bien, donc pourquoi pas, ouais. Il était chiant, ce chapeau. Et comme d'habitude, je vous rappelle que l'extrait que vous venez de voir n'est qu'un tout petit morceau d'un épisode qui a duré bien plus longtemps que ça. Et vous avez le lien vers l'épisode complet sous cette vidéo. Eh bien voilà, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.